C'est super émouvant de voir qu'il y a autant de monde dans un moment où on dit qu'on est en reflux, que le mouvement s'affaisse et qu'il n'y aurait pas de perspective à suivre et que dès lors il faudrait en faire en quelque sorte concéder à l'ordre macronien et ce rapport magnificent à l'ordre social et à cette charité que l'on nous a si gentiment attribuée avec la restauration de Notre-Dame et toutes les scènes de communication qui sont mises en place. Ce qui s'est passé autour de Notre-Dame, c'est pas seulement une question de politique, c'est-à-dire c'est avant tout en fait une question de personnes. On va essayer de comprendre en fait comment se mettent en place des mécaniques qui d'apparence semblent anodines, qui pourtant provoquent une forme de malaise important au sein de la société, mais qu'il est difficile en fait de tangibiliser, c'est-à-dire de concrétiser. Il est très difficile d'argumenter, de sortir du pathos dans lequel on a essayé de nous enfermer, qui nous amenait en fait à croire que si l'on s'opposait à ces dons-là, on était des sortes de rabat-joie qui essayaient en permanence de ramener au côté sombre de l'âme humaine, à une sorte de dénigrement de la réussite et du succès. Il ne s'agit pas d'entrer dans le débat tel quel, vous imaginez bien, on est à peu près tous conscients de l'entourloupe que l'on nous a infligé, mais plutôt de comprendre pourquoi est-ce que ça s'est déroulé ainsi et pourquoi est-ce qu'eux-mêmes sont tombés dans une sorte de piège qui se sont construits. Comment est-ce que ces oligarques en fait sont sortis du bois et ont fini par concéder leur propre indigence en montrant qu'ils étaient incapables de se rendre compte de la violence que suscitait au sein de la société le fait qu'ils détiennent une telle part de capital et qu'ils puissent penser qu'ils pourraient être aimés parce qu'ils avaient donné pour Notre-Dame, tout en se refusant par ailleurs à contribuer au financement des services publics, et y compris donc de l'entretien des bâtiments, de Notre-Dame par exemple, dont je rappelle que l'État a 300 millions d'euros annuels pour financer la réfection du patrimoine et des bâtiments historiques, 300 millions d'euros de budget, donc l'équivalent de ce que Bernard Arnault et François Pinault ont réussi à débourser en 6 heures. Et je rappelle qu'il y avait eu tout un débat national circa 2017 autour d'une figure de grande valeur, un certain Stéphane Bern, qui avait eu cette idée magnifique de créer un loto du patrimoine, vous vous souvenez, et qui avait été mise en scène par la Macronie, qui manquait à l'époque déjà d'assises sociales importantes, dont le pouvoir était vacillant déjà, malgré l'apparence de toute puissance qu'il pouvait donner, parce qu'il n'avait ni des notabilités qui lui permettaient de s'asseoir au sein des territoires, ni en fait une forme de projection en termes de notoriété suffisante pour subsister. Donc ils étaient obligés de s'appuyer sur des figures télévisuelles, qui sont la télévision étant le principal vecteur de notoriété aujourd'hui dans le pays, et donc de se faire entendre du plus grand nombre, ce qui est un enjeu pour le politique massif, des personnes comme Nicolas Hulot ou Stéphane Bern, qui parce que justement ils s'étaient passés par la télévision, qui est un média conformant, qui permet de donner une image assez neutre et toujours valorisante, sauf encore une fois quand vous passez chez Hanouna et vous essayez de parler des oligarques de votre soi, donc qui vous permet en fait, sans avoir à faire de grands efforts, d'apparaître comme quelqu'un de compétent, de bienveillant, etc., et de faire des documentaires sur l'écologie en hélicoptère comme Nicolas Hulot, ou paraître complètement inoffensif comme Stéphane Bern, tout en étant un monarchiste réactionnaire massif. Donc ce Stéphane Bern est utilisé par Emmanuel Macron pour justement s'appuyer sur cette notoriété, pour essayer de construire une apparence d'action politique qui va permettre de dégager, après des mois et des mois de débats et de polémiques, la somme extraordinaire de 20 millions d'euros. Le loto pour le patrimoine a permis de dégager pour l'entretien des biens communs de notre patrimoine historique 20 millions d'euros. Donc ce qui s'est passé en fait avec Notre-Dame, ça a été la révélation de l'écart extraordinaire qui existait au sein du pays et qui expliquait pourquoi ce sentiment d'impuissance généralisée avait fini par provoquer une énorme frustration au sein des populations et les révoltes qui ont suivi. C'est bien parce qu'en fait on s'était asservi à une forme d'oligarchie financière que je détaille dans le crépuscule, sur laquelle je passe rapidement aujourd'hui, qui avait fini par accaparer les moyens mobilisables et les ressources disponibles au sein de cet État, que l'on s'était retrouvé dans des situations d'impuissance telles que l'on était obligé de faire appel à des bouffonneries comme le loto du patrimoine et à des vecteurs d'influence complètement artificiels et insignifiants comme Stéphane Bern pour essayer de donner l'impression que l'on agissait pour le bien commun, alors que dans les faits, on s'était retrouvé complètement asséché. Et pourquoi on s'était retrouvé complètement asséché? Parce que des personnes comme Bernard Arnault et François-Henri Pinault, qui ont cherché à obtenir notre bienveillance et notre sympathie,
dans le même temps qu'il participait à des grandes œuvres, eh bien, pillait largement les ressources de l'État. Le groupe Kering de Pinault ayant fraudé fiscalement à hauteur de 2,5 milliards d'euros, et le groupe de Bernard Arnault, LVMH, ayant obtenu 500 millions d'euros de dégrèvements fiscaux, en faisant quoi? En utilisant le dispositif de mécénat pour créer la fondation Louis Vuitton, ce nouveau musée qui a été construit à l'ouest de Paris. Pourquoi est-ce que Bernard Arnault n'a pas souhaité utiliser les procédures de défiscalisation sur son don? Tout simplement parce qu'il était arrivé au quota qui faisait qu'il ne pouvait plus les utiliser. Vous imaginez, on en est là, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a une procédure de la Cour des comptes qui a été enclenchée. Pourquoi? Parce que Anticor a porté plainte et va aller devant la justice, parce que les 500 millions d'euros qui ont été retirés à l'État pour financer un dispositif qui permet à LVMH, parce que vous avez vu ce musée, entre guillemets, cette fondation que je vous invite tous à boycotter, qui en fait a la devanture d'un sac en cuir Louis Vuitton, c'est s'appelle le LG, et qui derrière permet quoi? De valoriser les collections d'art privé de ces riches personnes, pour, sur le marché ensuite, à travers l'organisation d'expositions, etc., augmenter artificiellement leur capital en captant une partie de la spéculation qui existe autour du marché de l'art, qui aujourd'hui atteint des niveaux massifs financièrement parlant, c'est-à-dire que l'on peut se retrouver à payer plusieurs centaines de millions d'euros pour un seul tableau. Donc on ne parle pas de choses anodines. Plusieurs centaines de millions d'euros pour un seul tableau. Pourquoi? Et là on en arriverait à des questions structurelles, mais en fait tout se relie. Parce qu'on a choisi une politique monétaire qui fait qu'en gros la création monétaire aujourd'hui est entre les mains des banques privées, donc dirigées par l'État, et donc par le garant de l'intérêt public, et que donc à partir de là, qu'est-ce que cela suscite? Eh bien, des mouvements spéculatifs très forts, parce que si c'est les banques qui décident où est-ce que la création d'argent doit aller, les banques ne vont pas réfléchir à ce qui va nous permettre sur le long terme de nous construire et de faire société, mais évidemment sur ce qui va leur permettre tout simplement d'améliorer leur bilan comptable à N+1 et du coup de faire de l'argent très rapidement. Et du coup, vous créez des bulles spéculatives dans l'immobilier, dans le marché de l'art, etc., qui bénéficient aux mêmes personnes, parce qu'une bulle spéculative, ça crée quoi? Ça crée des pyramides de Ponzi, dans laquelle plus vous êtes en haut, plus vous rappelez la mise jusqu'à la crise suivante. Et la crise suivante, de toute façon, vous réussissez à la faire payer à ceux qui étaient en bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment, évidemment, il y ait rupture et il y ait décomposition complète de la société comme on est en train de le voir, car à force de piller les moyens d'État, à force de piller la ressource commune, parce que tout cet argent vient de nous, il vient de nous, il vient de votre travail, de votre consommation, des efforts que vous faites au quotidien pour nourrir ces individus-là, et bien à un moment, cet épuisement fait qu'il y a dislocation. Cette dislocation, c'est ce qui est intervenu quand? En novembre, suite à quoi? Suite à la taxe carburant, qui, et les macroniques l'ont révélé, n'avait qu'un objectif, financer les allègements fiscaux, les allègements de charges, ce qu'ils appellent les charges de cotisation pour les grands groupes, à travers le CICE. Donc en gros, on allait taxer 60 millions de personnes pour permettre aux quelques milliers d'actionnaires des grands groupes de récupérer de l'argent alors qu'ils étaient déjà parmi les plus favorisés de la société, qui a été le principal bénéficiaire du CICE, Carrefour, qui est le troisième actionnaire de Carrefour, et le premier actionnaire individuel, Bernard Arnault. Vous voyez en fait les logiques qui sont mises en œuvre. Et pourquoi est-ce que ces logiques sont mises en œuvre? Pourquoi est-ce qu'on fait adopter un dispositif comme le CICE qui va finir par nous forcer à taxer l'ensemble de la population à travers la taxe carburant et à leur raconter des mensonges en prétendant que c'est pour financer la transition écologique, raconter des histoires comme ils se l'écrivent, notre conseiller fiscal de Emmanuel Macron et son secrétaire général adjoint de l'Élysée, enfin son secrétaire général de l'Élysée, pardon, Alexis Collère. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'adopter ces politiques-là, c'est la seule façon de faire carrière politique dans notre pays. Et pourquoi c'est la seule façon de faire carrière politique dans notre pays? Parce que ces mêmes personnes dont vous allez défendre des intérêts à travers le CICE, la suppression de l'ISF, etc., sont des propriétaires de nos médias. 9 personnes qui détiennent 90% de la presse nationale de notre pays. Et comment est-ce que vous faites carrière politique à l'échelle nationale? En ayant accès aux médias. Et donc vous créez en fait une circularité assez néfaste dans laquelle des hommes politiques vont accepter de piller des ressources communes au lieu de les accroître pour se faire bien voir d'oligarques, donc ils vont adopter toute une série de politiques fiscales, économiques, etc., qui vont être en faveur des plus favorisés. Ces plus favorisés vont naturellement soutenir ceux qui défendent ce genre d'idéologie, ce genre de politique publique, donc ils vont amener à les mettre en avant dans leurs médias, et je raconte en détail comment ça se passe, soit de façon indirecte dans des rédactions comme Le Monde et autres, soit de façon directe dans des rédactions qui appartiennent à la Lagardère, comme le JDD, Paris Match, etc. Et les paparazzas, les fausses paparazzas de Denis Marchand, pour Emmanuel Macron, en fait, c'est évidemment le fruit d'un accord oligarchique qui avait permis à Lagardère de récupérer 100 millions d'euros en vendant ses actions RDS
en 2012, après avoir été le client de Macron chez Rothschild, eh bien, ces dispositifs-là vont faire que vous allez puiser dans la ressource commune, qui, encore une fois, vient de notre sueur, parce que ça, c'est encore l'autre argument que l'on a beaucoup entendu pendant cette période, c'était que c'était grâce à ces personnes-là que l'on travaillait. Alors déjà, c'est une certaine chose, oui, bah, très bien, mais surtout, évidemment que c'est l'inverse, c'est grâce à nous que ces personnes-là existent. La fortune de ces personnes-là, si vous les regardez l'une après l'autre, et c'est le fruit et la spécificité du capitalisme d'État à la française, elle est autorisée par l'État. Elle est autorisée par nous et elle est permise par les liens de compromission qu'ils construisent avec les hommes politiques. Je rappelais d'où venait la fortune de Bernard Arnault à travers le dépeçage du groupe Boussac qui lui avait été attribué par Laurent Fabius. Je pourrais parler des fortunes de Lagardère qui ont été constituées à travers la fusion de Matra, de l'aérospatiale, enfin toute une série d'arrangements qui ont permis en fait à son père de prendre une place centrale dans le capitalisme industriel français. Je pourrais parler des fortunes des télécoms comme Xavier Niel et Patrick Drahi qui ont accès en fait à des marchés régulés par l'État qui font qu'ils n'y ont accès que parce que l'État leur donne des licences qui leur permettent, qui leur autorisent à rentrer sur ces marchés-là. Et une fois que vous êtes dans un marché où il n'y a que 4 acteurs, vous avez une garantie de revenus qui fait que vous êtes mécaniquement millionnaire ou milliardaire. Et comment est-ce que vous accédez à ces marchés-là? Il faut avoir un capital de départ important. Donc Patrick Drahi s'appuie sur Goldman Sachs, Xavier Niel sur l'argent qu'il a engrangé grâce au proxénétisme et au Micapose. Et ensuite, il faut des réseaux dans l'État et des corruptions douces, directes ou indirectes, qui vont vous permettre d'obtenir contre vos concurrents ce privilège spécifique d'avoir accès à ces marchés-là. Et comment est-ce que vous les corrompez directement ou indirectement? Pas seulement les invitant à dîner à déjeuner et autres, mais aussi en rachetant des médias. C'est ce qu'a fait Xavier Niel en prenant des participations minoritaires dans l'ensemble des médias de ce pays, et aussi des participations majoritaires en rachetant le Monde, l'Obs et compagnie. Le Monde, il le rachète quelques mois avant d'obtenir sa licence téléphonique, de téléphonie mobile. Ou comme Patrick Drahi, qui va voir Macron lorsqu'il est conseiller de Hollande à l'Élysée, en lui disant on aimerait racheter SFR. Macron le regarde et il dit mais vous êtes complètement endetté. Il dit oui, mais vous comprenez, on a un meilleur projet que l'autre. L'autre c'est qui? C'est Martin Bouygues. Alors François Hollande à l'époque s'est réconcilié avec Martin Bouygues parce qu'il n'a pas fait campagne contre lui via TF1 et il lui a permis d'accéder à un certain nombre de marchés importants via la commande d'État, donc il n'a pas forcément envie de céder. Patrick Drahi finit par accepter la condition que lui pose François Hollande dans le bureau avec Emmanuel Macron, Bernard Mourad et Patrick Drahi, qui est de racheter Libération, puis l'Express, RMC et BFM, en échange de l'autorisation de l'État pour acheter SFR. Patrick Drahi réussit à racheter SFR grâce à l'endettement et l'aide de Goldman Sachs et l'autorisation d'Emmanuel Macron, qui a été nommé entre-temps ministre de l'économie. Patrick Drahi doit rembourser les dettes, les milliards de dettes qu'il a auprès de Goldman Sachs et des poules bancaires qu'il a constituées pour faire cette opération. Il fait quoi? Il licencie des milliers de personnes. Il nomme qui à la tête de Libération? Laurent Geoffrin, camarade de promotion de François Hollande, sa plume cachée. Et évidemment, lorsque François Hollande ne peut plus se présenter aux élections, pour qui est-ce que ces médias vont faire campagne? Pour son successeur, Emmanuel Macron. Et qui va être nommé à la tête de ces médias à ce moment-là? Bernard Mourad, qui est celui qui a présenté Emmanuel Macron à Patrick Drahi. Bernard Mourad, qui est un ami d'Emmanuel Macron, qui va devenir le conseiller d'Emmanuel Macron après avoir dirigé l'ensemble de ces médias pendant la campagne présidentielle, avant d'être nommé à Bank of America à Paris, qui va récupérer quoi? Le mandat de privatisation d'aéroport de Paris. Donc vous avez des boucles en fait qui se créent, parfaitement assumées, parce que ce que je vous raconte est accessible publiquement. C'est-à-dire que Bernard Mourad raconte cette scène, cette rencontre à l'Élysée dans le Vanity Fair de décembre 2018. Et cet éventrement en fait, de nos élites nous permet de nous rendre compte que loin d'être un facteur de mérite ou autre, leur position de domination n'a qu'un but, perpétuer un ordre social qui en fait amène à la dégradation de notre société parce qu'il n'est obsédé que par une chose, l'accaparement au détriment du collectif. Et ils ont un vecteur, ces personnes-là, pour légitimer leur domination. Et ce vecteur-là, c'est leur réussite à des concours. Leur réussite scolaire qui faisait qu'à travers notre croyance dans la méritocratie républicaine, on pensait qu'ils avaient un droit particulier de tirage, ils avaient un droit particulier à accéder au contrôle de nos ressources, parce que l'on considérait qu'ils étaient plus compétents que nous. Or, ce que l'on s'est rendu compte à partir des années 70, et l'émergence de tous les courants de pensée sociologique, et notamment des travaux de Bourdieu et ses successeurs, de Passeron et quelques autres, c'est que la méritocratie républicaine, qui avait eu un certain sens à un moment, était devenue une pure illusion et juste un vecteur de reproduction de la domination des élites
qui avaient besoin de légitimer leur position dominante et qui avaient donc détourné l'appareil méritocratique pour s'assurer que leurs héritiers puissent prétendre qu'ils méritaient d'hériter parce qu'ils étaient plus compétents que les autres. Et comment est-ce qu'on déduit cela? D'une façon très simple, en regardant le nombre de fils d'ouvriers et d'employés au sein des grandes écoles. Et quand vous vous retrouvez avec entre 0 et 4% selon les années de fils d'ouvriers ou d'employés à l'école normale d'administration à l'ENA, et exactement les mêmes chiffres à l'école normale supérieure, exactement les mêmes chiffres à l'école polytechnique, en gros dans l'ensemble des institutions qui vous permettent d'accéder à des positions de pouvoir, qui vous permettent d'être cooptés au sein des élites parisiennes, avant d'ensuite accéder à des fonctions politiques, qui permettent à quelqu'un comme François Hollande, parce qu'il a réussi un concours lorsqu'il avait 23 ans, en l'occurrence celui de l'ENA, de faire des déjeuners avec ses amis dans lesquels il commence à cet âge-là à répartir les portefeuilles ministériels au moment où il sera président. Et ça, c'est raconté par des amis de François Hollande eux-mêmes, qui lui permet en fait d'envoyer Jean-Pierre Jouyet, son meilleur ami, à l'inspection générale des finances pendant que lui rentre à la Cour des comptes, pour que Jean-Pierre Jouyet, de façon très cynique et explicite, à 23 ans encore une fois, cultive les réseaux d'État et les réseaux financiers à travers l'inspection des finances, pendant que François Hollande aura le temps de faire campagne en Corrèze, grâce aux fonds publics qui lui sont versés. Une vidéo extraordinaire de François Hollande à cette époque-là, que je vous recommande de regarder sur l'INA, où il explique en gros, moi de toute façon, si je fais rien, je gagne 15 000 francs par mois, si je fais un ou deux rapports qui me prennent 3 ou 4 heures par semaine, je gagne 25 000 francs par mois. Et il le dit très content de lui-même, sans aucun moment remettre en question la dimension complètement absurde et complètement antisociale de son comportement et de sa satisfaction à l'idée d'être dans cette situation-là, a fortiori pour quelqu'un qui prétend avoir une pensée politique. Eh bien, c'est ce qui va permettre à cette personne-là de presque, en fait, par dérive naturelle, de se retrouver en position d'être président de la République. Alors, vous ne donnez pas tous les coups, hein. Il y a beaucoup de névrosés complètement délirants qui n'y arrivent pas, qui s'effondrent. En tout cas, François Hollande qui a réussi, et de penser encore, après l'échec magistral de son mandat, parce qu'on se rend compte finalement que cette personne-là n'avait pas réussi l'ENA, elle n'avait pas réussi à avoir ses positions de pouvoir du fait d'une quelconque compétence, mais tout simplement parce qu'il était dans la reproduction d'un capital symbolique et culturel qui lui avait été acquis. Et bien cette personne-là pense encore aujourd'hui redevenir président de la République. En fait, ce que l'on a créé, c'est une aristocratie qui, dès le moment qu'elle a réussi ce concours-là, dont on a compris, encore une fois par les chiffres, qu'elle ne sélectionnait pas du tout les meilleurs, mais simplement les meilleurs au sein d'une classe sociale. Une classe sociale qui est parfaitement homogène en termes économiques, sociaux, etc., avec 80, pardon, j'exagère, c'est 60% d'enfants de cadre supérieur à normal sup. Rien que ça. Encore une fois, les ouvriers et les employés, c'est 50% de la population active française. 1% de fils d'ouvriers et d'employés à normal sup les 3 dernières années. Eh bien, soit on considère que les enfants d'ouvriers et d'employés sont 50 fois plus bêtes, génétiquement parlant, qu'un enfant de cadre supérieur. Bon, je veux bien que vous croyiez à ça, hein, vous applaudirez Laurent Alexandre ou autre, soit on considère qu'en fait, encore une fois, il y a un système qui a été détourné pour légitimer une domination sociale et pour l'inscrire de telle façon dans la chair de notre pays qu'elle devienne inamovible et que surtout tout le monde y croit. Tout le monde finisse par y croire et que personne ne la conteste. Sauf que qu'est-ce que cela suscite? À court terme, pas grand-chose, on y croit. Mais à un moment, en fait, ça produit de la médiocrité parce que les personnes qui arrivent à ces positions de domination y arrivent sans avoir eu à faire d'efforts, par simple effet d'inertie, par simple héritage. Et donc à un moment, elles deviennent elles-mêmes encore plus médiocres que ce qu'elles étaient, puisque leur position sociale est acquise. Et leurs enfants deviennent encore plus médiocres parce qu'ils n'ont jamais eu à se confronter au réel et parce qu'ils vivent en fait dans des bulles dans lesquelles leur position est acquise, tout simplement. Et donc ils n'ont rien à produire, ni en termes de talent, ni en termes d'effort, ni en termes d'effort si un peu, parce qu'il faut encore une fois se démarquer de vos congénères, mais c'est un pur effet de distinction. En fait, vous ne vous regardez plus comme regarde votre propre classe. Et du coup, ça provoque quoi? Une déconnexion violente de la société qui fait que l'on devient complètement indifférent au sort de la quasi-totalité de la population française. Et comme on crée un vase clos qui va faire que de toute façon, les politiques publiques que vous adoptez, qui sont antisociales, qui en fait sont délétères pour le reste du pays, comme ces politiques-là n'ont jamais d'effet pour eux, parce qu'ils arrivent toujours soit par des formes d'exemption, soit en plaçant leurs enfants dans les écoles privées, ou en allant dans des cliniques, ou tout simplement en créant des régimes dérogatoires, qui font qu'à Henri IV et Louis le Grand, vous n'avez pas de système de zonage que vous avez dans d'autres. Enfin, vous voyez, ils vont créer des bulles qui vont faire que ni eux, ni leurs amis, ni leurs enfants, ni qui que ce soit, vont se retrouver en difficulté, ou en position de se retrouver en difficulté du fait des politiques qu'ils appliquent. Le chômage, la précarité, c'est des questions qui ne sont pas posées
dans ces espaces-là, qui sont devenus tellement homogènes socialement et sociologiquement qu'ils ont perdu toute connexion avec le réel. Et bien évidemment, à un moment, ça crée des ruptures, et des ruptures majeures, et des ruptures violentes. Parce que ça crée aussi, de l'autre côté, chez toute la partie de la population qui n'est pas représentée, un sentiment d'étouffoir extraordinaire. Et ce sentiment d'étouffoir qui a été rompu par les Gilets jaunes, qui ont permis enfin à toute une partie de la population de reprendre la parole, avec une violence extraordinaire qui a été déployée en retour. On a bien vu à quel point ces personnes ne considéraient pas que quelqu'un qui n'appartenait pas à leur classe sociale avait le droit à la parole. Le mépris, l'ironie, la violence, la haine. On a entendu Renaud Dely, le présentateur de 28 minutes de RT, il y a 2 jours, parler de vermine en parlant des Gilets jaunes. Cette violence extraordinaire est le fruit justement d'un isolement qui couvait depuis des années et des années, qui ont fait qu'ils ont fini par se détacher complètement du reste de la société et considérer que cette part de la société n'avait pas le droit à la parole. Donc évidemment, par rapport à ça, il faut une rupture, il faut une révolution au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il faut leur retirer ce pouvoir-là et il faut le redistribuer à l'échelle sociétale. Et très intuitivement et très naturellement, les Gilets jaunes se sont portés sur des outils comme le référendum d'initiative citoyenne, qui amènera à quoi? Qui amènera en fait à se débarrasser de la fonction de cette caste, qui n'est de toute façon plus remplie. C'est-à-dire qu'on était dans une période de l'histoire qui correspondait en gros à celle qui est la démocratie bourgeoise, dans laquelle, après la Révolution française et après des siècles d'asservissement vis-à-vis d'aristocrates, on avait fini non pas par retrouver le droit à la parole, mais par trouver le droit à faire élire des personnes qui porteraient la parole. Donc on a institué une classe intermédiaire entre nous et les dominants qui était chargée de faire tampon et de parler en notre nom. Et donc on a construit tout un système très complexe, notamment à travers toutes les grandes écoles, etc., qui permettait de former cette élite intermédiaire, cette caste, au sens littéral du terme, chargée de dire le réel, d'interpréter notre situation sociale et de parler en notre nom. Et ça crée la démocratie représentative, moi je l'appelle la démocratie bourgeoise, mais c'est la démocratie représentative, dans laquelle des personnes, justement, étaient en mesure, on faisait confiance à ces personnes-là, qu'ils soient journalistes, députés, représentants du peuple, etc. Et on leur faisait confiance pour qu'ils parlent en notre nom. Du coup, ça a provoqué, évidemment, quoi comme effet structurel? C'est que cette classe sociale a fini par vouloir reproduire ses intérêts. Une fois que vous avez accès à des positions privilégiées, c'est-à-dire que vous avez des salaires plus confortables que la moyenne, vous avez accès à des positions de pouvoir, une proximité avec le pouvoir, vous avez accès à un certain nombre de conforts, le fait d'habiter dans des villes où il y a une infrastructure importante, etc. Vous avez accès à la décision, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des décisions qui pourraient vous être favorables de façon plus ou moins forte. Alors même en étant très éthique, en ayant une grande dignité, à un moment, naturellement, et sans vous en rendre compte, vous allez commencer à prendre des décisions en faveur des personnes qui vous ressemblent. Vous allez commencer à vous instituer comme une classe sociale à part entière qui va parler par elle et pour elle, et non plus pour la majorité. Et donc évidemment, la démocratie représentative, par essence, elle doit rentrer dans une forme de dérive. Parce que dès le moment où vous vous donnez ce droit à la parole, d'une part, vous vous privez d'un outil d'expression, c'est-à-dire que vous désapprenez à parler, vous désapprenez à gérer la vie politique, à gérer la cité, au sens, faire de la politique au sens littéral du terme, et vous faites confiance. Et évidemment, cette confiance, à un moment ou à un autre, elle est trahie, parce que les personnes que vous avez instituées ne veulent plus lâcher leur position. C'est la phase à laquelle on est arrivé, et cette phase-là, on a le miracle d'être dans une période de l'histoire où on a à la fois des outils technologiques et un niveau d'instruction qui est arrivé à un niveau suffisant pour retrouver directement le droit à la parole et passer dans la troisième phase d'approfondissement démocratique qui est nécessaire pour notre pays, c'est-à-dire une démocratie pleine dans laquelle nous pourrions à tout moment nous saisir de notre destin et non pas nous contenter d'élire toutes les X années des représentants qui seront chargés de parler en notre nom et qui sera extrêmement difficile de contrôler. Et donc c'est pour ça que je disais, des outils comme le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi comme les mandats impératifs et autres, naissent naturellement au sein des Gilets jaunes, et non pas comme des gadgets, comme des choses insignifiantes, mais au contraire, en suivant en fait une marche de l'histoire extrêmement puissante et parfaitement naturelle, qui fera que lorsque l'on souhaitera se ressaisir de notre devenir politique, nous pourrons le faire à travers ces instruments, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous pourrons dès lors faire quoi? Faire contrepoids à cette casse que nous avons instituée, que nous ne pouvons pas débrancher du jour au lendemain. On ne va pas virer tous les journalistes, virer tous les hommes politiques, etc. Mais on va les défonctionnaliser progressivement en récupérant ce pouvoir-là et en reconstruisant des institutions
qui vont nous permettre de retrouver en fait une forme de représentativité et dans l'espace public, et dans l'espace social, et dans l'espace technocratique. Et donc, comment est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait naturellement, tout simplement, en faisant des Facebook Live et autres, c'est-à-dire en reprenant directement la parole, en exfiltrant le capital et la concentration d'attention qu'ils avaient mise en œuvre au sein d'un certain nombre de dispositifs, la télévision, la presse audiovisuelle, mais aussi écrite. Une anecdote à ce sujet, j'avais fait un sondage et un live pour demander aux gens, aux personnes qui interagissaient avec moi, si je devais aller chez Hanouna la deuxième fois. Sujet d'intérêt national, hein, bon. Je m'étais senti un peu bête après coup, je m'étais dit quand même, oh, t'exagères, mais visiblement, en fait, c'était une question importante, et il y avait eu à peu près 120 000 personnes qui avaient regardé la vidéo et qui avaient participé au live. 120 000 au live d'avant et 120 000 au live d'après, donc probablement en tout 150 à 180 000 personnes. Ça s'est très mal passé chez Hanouna, c'était non pas humiliant parce que je mets au défi Cyril Hanouna d'humilier qui que ce soit, étant donné la position de départ qui est la sienne, mais il y a quelque chose d'assez violent et désagréable qui finalement ne servait pas à grand chose et était quelque part contre-productive. Évidemment, quand on retrouve une position comme la mienne, c'est-à-dire de porter avec vous une parole qui n'est plus que la vôtre, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a en fait une sorte d'aspiration à une représentation encore dans ce système-là qui fait que vous êtes responsable d'autre chose que de vous-même, ça a créé une forme de désagrément assez important. Et à un moment, par contre, quelqu'un m'a indiqué les chiffres d'audience qu'il y avait eu chez Hanouna, donc qui est quand même un des points centraux du système. Hein. C'est-à-dire que pour nous, c'est quelque chose, quelqu'un d'une extrême puissance, qui est capable de s'adresser à des foules, etc. Et bien, il y avait 300 000 spectateurs. C'est-à-dire qu'avec les deux lives, encore une fois, sur des sujets complètement insignifiants, est-ce qu'on doit y aller ou pas, on avait fait la moitié de l'audience de l'émission elle-même. Ce qui montre en fait la perte de pouvoir massive de ces personnes-là, qui du coup se retrouvent en quelle position? À nous courir après, à continuer à nous inviter, même si on a montré leur hypocrisie et leur humanité dans les émissions précédentes, et à devoir se soumettre à une forme de spectacularisation de leur traitement. C'est le paradoxe BFM, dans lequel BFM ne cesse de montrer les gilets jaunes, parce qu'ils ont besoin des gilets jaunes pour faire de l'audience et du coup avoir accès à des ressources publicitaires, etc. Et en même temps, ils ne cessent d'essayer de les écraser une fois qu'ils sont là, parce qu'ils ne peuvent pas supporter ce que disent les gilets jaunes, qui amènerait à quoi? À la défonction de BFM. Et donc ils sont dans cette sorte de court-circuit permanent qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc ils n'arrivent pas à comprendre, ils pensent être de bonne foi, et en même temps ils sentent bien qu'ils créent de la frustration en face, qu'ils sont eux-mêmes extrêmement frustrés. Et nous, en fait, progressivement, on est tout simplement, après avoir plié ces outils de médiatisation qui nous ont permis de concentrer l'attention de façon massive, on est en train de créer nos propres espaces pour les contourner et nous affirmer par nous-mêmes. Évidemment, il y a un problème extraordinaire, c'est que pourquoi est-ce qu'on nous laisse faire ça? Tout simplement parce que Facebook n'appartient pas, et Twitter n'appartient pas à l'oligarchie locale, mais à l'oligarchie américaine. Et que l'oligarchie américaine n'en a strictement rien à faire d'Emmanuel Macron. Et si on peut faire une révolution, on peut faire une révolution tant que ça leur permet d'avoir du flux et du coup des profits. Tant qu'on continue à consommer et à continuer à avoir leur publicité, si Macron doit tomber, Macron tombera, vous voyez. Mais du coup, on dépend très violemment d'un appareil capitalistique qui en fait reproduit exactement ce que l'on cherche à subvertir. Et on l'a senti quand pendant quelques heures a été suspendu le groupe de Éric Drouin, La France en colère, carte des rassemblements, donc qui est un des outils principaux de mobilisation des Gilets jaunes, avec près de 300 000 personnes qui participent. Et à un moment, le tremblement, qui était de se dire que s'il y avait les 3 ou 4 principaux groupes de Gilets jaunes qui étaient désactivés et que la plateforme décidait d'empêcher d'autres groupes de se recréer, eh bien ce serait extrêmement difficile pour nous de continuer à construire un mouvement qui a quand même pour vocation, en tout cas selon moi, à faire tomber le pouvoir tel qu'il est exercé aujourd'hui. Et donc, cette dépendance par rapport à un appareil de pouvoir complètement oligarchisé, mais qui lui-même a été pris dans l'impuissance, dans sa propre impuissance, qui était qu'à force de se désouverainiser, il avait fini par laisser des acteurs étrangers comme Facebook, Twitter, etc., prendre place dans l'espace informationnel français, c'est-à-dire au cœur de notre démocratie. C'est-à-dire qu'on a laissé des instruments qui n'ont qu'un intérêt, faire du profit, déterminer notre vie politique et la gestion de notre démocratie. Parce qu'une démocratie ne se caractérise que d'une façon, par l'information dont disposent les citoyens. Si vous votez pour A en pensant que A est B, autant ne pas voter. Ça n'a strictement aucune valeur. Donc en fait, votre vote n'a de valeur que si vous avez accès à une information suffisamment pluraliste, objectivée et diverse,
qui va faire que vous allez pouvoir voter informé et vous décider souverainement, en conscience. Cette dimension, justement, qui est le propre, encore une fois, de la démocratie libérale, pas représentative, elle est complètement liée par deux facteurs aujourd'hui. Le premier, c'est le système oligarchique que j'ai décrit, qui fait qu'encore une fois, 90% des vecteurs de communication, de l'information légitime, entre guillemets, est entre les mains d'une dizaine de personnes qui se connaissent, se marient, se fréquentent et dépendent de la commande publique pour leur fortune et qui donc sont prêtes à tout pour influencer la décision publique, y compris distordre l'espace informationnel. Et notre deuxième vecteur, qui est celui qui nous a permis de contourner l'opacité qui avait été créée par ces espaces-là, par toutes les formes de censure que je décris dans Crépuscule, d'autocensure, de frustration d'une expression libre, eh bien l'outil de contournement, c'est quoi? C'est Facebook et Twitter, donc des entreprises obsédées par le profit et qui du coup ne vont valoriser qu'une chose, ce qui leur permettra de faire du profit. Et si c'est le plus spectaculaire et le plus trash, ce sera ça qu'ils défendront. Si c'est le plus sain, ce sera ça qu'ils défendront, mais sans aucune éthique et sans que l'on ait la moindre capacité par nous-mêmes à peser sur ce qui doit être dit ou non et ce qui doit être priorisé ou non. Alors il se trouve que Facebook, cherchant des relais de croissance interne et cherchant à capter notre attention plus longuement que ce qu'ils arrivaient à faire jusqu'ici, a voulu, quelques temps avant les Gilets jaunes, favoriser un des contenus partagés sur Facebook, les lives. Pourquoi? Parce que si vous regardez un live, vous restez accroché à Facebook. Et donc du coup, vous regardez beaucoup plus de publicité que si vous cliquez sur un lien qui vous envoie ailleurs ou que vous lisez un texte qui de toute façon va vous fatiguer trop rapidement et va faire que vous allez perdre la notion. Donc on s'est engouffré dans la brèche sans s'en rendre compte, avant que nos dominants s'en rendent compte et eux-mêmes utilisent ce dispositif, et donc on a gagné un temps d'avance. Mais ce n'est qu'un temps d'avance. Ce n'est qu'un temps d'avance qui à tout moment peut nous être retiré, parce que dès le moment où Facebook réduira les algorithmes qui favorisent les lives, ou réduira les algorithmes favorisant tel live au détriment de tel autre, en disant par exemple on va favoriser que des lives sur le jeu vidéo plutôt que les lives politiques, et bien évidemment derrière, qu'est-ce qui va se passer? Notre capacité de mobilisation va baisser d'autant, de la même façon que l'autre grand dispositif qui a été favorisé par Facebook peu avant la mobilisation des Gilets jaunes, c'est les groupes, ces interactions au sein des groupes. Et donc évidemment, ça nous a permis d'exploser à travers l'utilisation de ces groupes, au détriment de ce qui était jusqu'alors dominant, les pages personnelles, mais surtout les pages publicitaires, qui sont assez statiques et qui font que l'on n'aurait jamais réussi. C'est pas en créant une page statique de François Boulot et de Maxime Nicole et d'Éric Rouet alors qu'ils étaient personnes, que ces personnes-là auraient attiré votre attention. C'est évidemment par la dynamique et leur capacité à s'exprimer librement dans un cadre qui n'était pas du tout contraint, que tout d'un coup, ils ont créé une aspiration dans laquelle on s'est engouffré. Si c'était institutionnalisé avant même d'exister, ça n'aurait rien produit comme effet politique. Et donc évidemment, cette dépendance beaucoup trop importante sur la question technologique montre aussi la fragilité de ce mouvement et tout simplement de notre possibilité, de notre capacité d'émancipation, des fruits que l'on pourra tirer des entailles que l'on a créées dans le système, et nous pousse, en tout cas me pousse à penser qu'il faut quelque part se précipiter. Se précipiter pourquoi? Pour arriver très rapidement au pouvoir, à redistribuer le pouvoir à l'ensemble de la population de façon à ce que naturellement l'on décide de recréer des outils qui nous appartiennent, qui n'est pas pour objet de faire le profit et qui nous permettent de contourner des outils comme Facebook, Twitter, etc. en nous réinscrivant sur des plateformes nationales tout simplement qui, parce qu'elles seront priorisées de toute une série de façons par la puissance publique, nous permettront de nous émanciper de ces espaces-là. Je dis national, mais je dirais plutôt open source plus que national, c'est-à-dire tout simplement accessible à chacun, y compris dans leur code et de libre partage. Bon, on pourrait faire toute une généalogie des réseaux sociaux et comment est-ce qu'ils ont réussi à créer des oligopoles en faisant croire qu'ils étaient là pour le bien commun et la gratuité, avant seulement dans un second temps d'y mettre de la publicité. Mais vous vous souvenez probablement pas que dans une première phase, personne ne comprenait quel était le modèle économique de ces organes, comme Facebook et Twitter et compagnie, et on pensait vraiment que ces groupes-là étaient désintéressés. Et pourquoi est-ce qu'on nous a fait croire cela? Parce qu'on a un espace médiatique tellement insignifiant et tellement médiocre qu'aucun journaliste n'allait interroger les relais de propagande et de communication que nous imposaient ces grands appareils de communication. Et donc ils reprenaient tel quel les éléments de langage, et du coup, qu'est-ce que ça a fait que l'on a été quelque part trompé, que l'on s'est inscrit massivement sur ces plateformes-là? Or, un réseau social ne fonctionne que par la masse. En gros, c'est le premier qui récupérera une masse suffisante, qui deviendra dominant et écrasera l'ensemble de ses autres concurrents, avec une possibilité de retour en arrière extrêmement marginale. Et donc ils nous ont capté
Et une fois qu'ils nous avaient captés, ils ont commencé à mettre de la publicité, ils ont commencé à classer les contenus de façon algorithmique, etc. Donc par exemple, là aussi, on a une démonstration très claire de comment la défaillance de l'espace informationnel peut provoquer des effets destructeurs dans la société. Donc ce qu'il faudrait provoquer dans la société de demain que l'on créera, ce serait par exemple des obligations de portage qui feraient que Facebook serait obligé de donner des données qui nous appartiennent sur notre propre utilisation de ces réseaux sociaux pour nous permettre de les passer sur d'autres plateformes qui, elles, seraient qui seraient dénuées de recherche de profit, qui seraient soit nationales, soit open source, etc. Bon, pardon, donc j'ai fait cette entaille pour vous dire que dès le moment que l'on retrouve les outils de notre souveraineté, très rapidement, en fait, il y a des solutions extrêmement faciles à mettre en œuvre qui permettent, avec une grande créativité, de réparer des choses qui semblent aujourd'hui impossibles à réparer. Pourquoi? Parce que nos politiciens ont décidé en fait de s'asservir à ce système dominant sans à aucun moment essayer de le remettre en question, parce qu'ils se sentent en fait pas assez en confiance pour le faire. Et pourquoi ils ne se sentent pas assez en confiance pour le faire? Parce qu'ils ont perdu tout simplement l'accès aux ressources que nous leur avons confiées en le confiant à ces acteurs-là. Et donc, un dernier point sur la question, parce que tout se recoupe, dès le moment que l'on aura créé, que l'on sera sorti de la dépendance par rapport à ces appareils, ces réseaux sociaux qui aujourd'hui prétendent nous émanciper, nous ont aidé à nous mobiliser, eh bien on pourra à nouveau refinancer une nouvelle presse, par exemple, qui sont indépendantes et qui ne dépendent pas de ces oligarques qui pour l'instant l'ont maintenu sous perfusion et qui l'ont mis sous dépendance de ce fait-là. Tout simplement pourquoi est-ce que la presse est effondrée? Parce que les ressources publicitaires qu'elle captait sont parties sur les nouvelles technologies et sur ces plateformes-là. Et donc en fait, tout d'un coup, ceux qui produisaient l'information et qui dépensaient de l'argent pour produire de l'information de qualité se sont fait retirer leur capacité à le faire au profit d'acteurs qui, eux, n'y participaient pas du tout. Et quand Facebook et compagnie vous disent « oui, mais on va filer 10 millions d'euros pour créer un fonds pour l'aide à la presse », c'est exactement comme Bernard Arnault et François-Henri Pinault vous disent qu'ils vont donner pour Notre-Dame, en fait, tout en refusant de payer leurs impôts. C'est une façon de faire de la charité pour maintenir une position dominante et vous faire oublier que s'il y a une crise, ou du patrimoine ou de l'information, c'est bien parce qu'ils se sont comportés de façon à provoquer cette crise-là. Et que la solution n'est pas de tenir leur charité et de revenir à un modèle politique proche du Moyen-Âge, dans lequel on serait en dépendance de leur bienveillance, parce que c'est exactement ce qu'ils nous demandent. C'est une reconstruction d'un modèle féodal dans lequel, en gros, la bonne volonté du Seigneur, la bonne volonté, déterminera notre capacité à vivre de façon plus ou moins digne. Eh bien, il faut évidemment refuser tout cela et revendiquer notre droit à contrôler nos propres ressources, à ne pas dépendre de ces individus-là et à retrouver une voie dans l'espace public. Donc, en fait, l'ensemble de ces interactions qui sont assez complexes, mais qui permettent d'avoir une vue d'ensemble de pourquoi est-ce que l'on est arrivé à une telle défaillance dans ce pays, vous voyez bien qu'elles ne sont pas résolubles à système constant. Ce n'est pas en participant aux élections européennes ou en votant au Saint-Rufin en 2022 que l'on arrivera à basculer quelque chose qui est construit en fait pour écraser le politique, au sens noble du terme, en faveur des intérêts que je viens de décrire. Et donc, il n'y a pas de contournement possible. Et vous voyez bien, et je parle de Ruffin parce que c'est la personne qui, à mon avis, a été la plus sincère dans sa démarche et qui est le plus en train de se faire récupérer. Vous voyez bien que Ruffin a tenté, au moment de la sortie de son livre, de prétendre qu'il était en rupture avec le système médiatique. Qu'il n'avait pas fait de service presse, qu'il n'y avait pas de couverture médiatique, etc. Sauf que Ruffin n'a qu'une possibilité aujourd'hui pour se faire connaître du grand nombre et séduire éventuellement se faire élire en 2022, si c'est ce qu'il souhaite, et je pense que c'est ce qu'il souhaite aujourd'hui de façon sincère, c'est-à-dire en pensant que ce sera la seule façon de provoquer une bascule, c'est de passer par l'ensemble de ces médias-là. Et donc après, une apparence de rupture, parce que de toute façon aujourd'hui, vous n'êtes jamais suffisamment fort pour contourner ces appareils-là dans le système existant, il a fini par faire l'ensemble des matinales, le quotidien, etc. Et qu'est-ce qui se passe du coup dès que vous faites tout cela? Vous adoucissez votre discours. Et pourquoi vous adoucissez votre discours? Parce que c'est la seule façon d'être invité par ces gens-là. Et pourquoi est-ce que vous voulez vous faire inviter par ces gens-là? Parce que c'est la seule façon de toucher d'un coup des millions de personnes. Et donc, du coup, de vous faire élire potentiellement en 2022. Or, comme ces personnes-là sont asservies à un pouvoir qui est le pouvoir de ces oligarques que je viens de décrire et qui est décrit dans le crépuscule, eh bien évidemment, ça provoque quoi? Un affaiblissement de votre pensée politique, de votre action politique, et in fine, un asservissement. Pensez que Macron est le problème est une absurdité. Macron est l'incarnation même du système que je suis en train de décrire. Il est la perfection dans ce système-là. Et c'est bien pour ça qu'il est en train de s'effondrer. Parce que ce système-là, poussé au bout de sa logique, ne peut que s'effondrer et nous effondrer avec. Et moi, ce que je propose et je suggère et incite à faire, à commencer par mobilisation massive le 1er mai, c'est de sortir de ce système et provoquer une bascule avant qu'il nous bascule lui-même dans l'horreur, que ce soit avec Le Pen en 2022 ou avec un Macron qui sera tellement réifié
est tellement convaincu de sa raison qu'il finira par s'imposer par la violence comme il le fait depuis plusieurs mois et par une forme de pouvoir autoritaire déliquescent qui était anticipable parce qu'encore une fois, et je finirai là-dessus, moi j'écris un texte, j'écris à Raphaël Baquet et à Pascal Robert Diard sur Twitter que je connaissais en fait depuis quelques années, qui sont deux des plus grandes pulls du monde, deux des personnes les plus importantes au monde et les plus influentes. Or le monde c'est de loin le quotidien le plus influent dans notre pays. Et je leur dis, vous êtes en train de tomber dans une fascination malsaine pour un individu qui, par effet de système, ne pourra rentrer que dans une dérive autoritaire s'il arrive au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais confronté aux urnes jusqu'ici, il est dans un rapport en fait d'oligarchisation, dans le sens où il est coopté par une élite politique dans un premier temps, technocratique, après la réussite à des concours laborieux, mais il a fini par les obtenir, qui ont fini par le consacrer, qui vont lui permettre ensuite d'avoir accès aux ressources de l'État, parce qu'on lui donne cette fonction-là. On a créé cette caste d'inspecteur des finances pour contrôler l'accès aux ressources de l'État. Macron, pour monter, pille ces ressources de l'État en passant chez Rothschild. En passant chez Rothschild, il rencontre un certain nombre d'individus qui vont le soutenir dans sa campagne politique derrière, dans sa carrière politique derrière. Donc il revient au pouvoir politique et avec l'aide de ces personnes-là, qui contrôlent eux-mêmes toute une partie de l'espace médiatique, il va se faire élire et présenter au peuple, mais de façon extrêmement brutale. Et comment est-ce qu'il va le faire? En montant une opération de communication massive, où on va nous expliquer que c'est un Mozart des finances, que c'est un pianiste émérite, que c'est un danseur de tango. Alors ça, j'avais jamais sorti en conférence, mais j'ai découvert ça hier, parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit, mais n'importe quoi, vous croyez qu'on l'a élu parce que c'était un grand pianiste. Et d'ailleurs, aucun article n'a jamais dit que c'était un grand pianiste, donc j'ai commencé à rechercher, j'ai trouvé à peu près, et littéralement, sans exagérer, 15 000 articles parlant des dons d'Emmanuel Macron pour le piano, parce qu'il avait été troisième à un prix du conservatoire municipal d'Amiens. Et non mais vraiment, c'est vraiment ça. Et du coup, je tombe sur un article de Le Monde au moment de sa nomination à Bercy. Il est nommé à Bercy grâce à Jean-Pierre Jouyet, dont j'ai décrit dans le livre comment en fait il était l'alpha et l'oméga de la Macronie et comment il était ce pourquoi on était en train de s'effondrer, parce qu'il était l'incarnationnel des élites qui n'en ont rien à faire du système démocratique. C'est Jean-Pierre Jouyet qui l'a adopté en 2007 en tant que secrétaire d'État aux affaires européennes, le mini-traité européen qui est en fait une ressucée de la Constitution qu'on avait refusée 2 ans avant, assez cohérent de la part de quelqu'un qui se disait socialiste et était proche de Hollande et devient ministre sous Sarkozy. C'est cette personne-là qui va en fait propulser Emmanuel Macron au sein des sphères du pouvoir, inventer le en même temps, qui n'a qu'un objectif, non pas sortir des divisions politiciennes dont on avait tous marre, mais tout simplement garantir à ces élites oligarchisées un accès systématique au pouvoir en disant maintenant vous n'allez plus dépendre d'alternance et du coup de guerre oligarchique avec Pinault qui défend un tel, Arnaud qui défend tel autre, etc. On va en fait créer un système dans lequel ce sera nous le chaos, de façon assez chronique, donc entre Macron et Le Pen, avec un effondrement des autres candidats du système, dans lequel vous aurez un accès constant à ces ressources-là. Et vous n'aurez plus en fait à passer par des périodes de désert très relatives dans lesquelles vous ne pourrez pas vous acheter de nouveaux yachts et compagnie pour, grâce à votre accès aux ressources. Et donc Jean-Pierre Jouyet, pourquoi est-ce que j'en parlais? Le danseur du tango. Et donc quand il est nommé à Bercy, non pas du fait d'un quelconque parcours politique, d'un quelconque rapport au peuple, mais tout simplement parce que Jean-Pierre Jouyet a décidé que ce serait bien parce que c'est un camarade de l'inspection des finances, etc., et qu'il veut le propulser, qu'il saura défendre les intérêts de cette classe-là, eh bien ce cher Emmanuel Macron, dont il faut bien justifier auprès du peuple le fait qu'on lui impose un type sorti de nulle part, qui n'a rien fait de méritant dans sa vie, qui s'est au contraire montré assez prône à la corruption en allant chez Rothschild après avoir été à l'inspection des finances, etc. Et donc on a un article du Monde, qui d'ailleurs il y a 3 jours nous a commis ce magnifique article « Pourquoi n'aime-t-on pas les riches ?» Je vous incite à le lire. En gros, on nous explique qu'il y a une étude avec une photo avec encore un yacht et des personnes qui regardent un yacht, et vraiment l'article cite une sorte de sociologue allemand qui n'a même pas réussi à publier son étude, enfin on est quand même là, qui explique qu'en fait il y aurait une haine qui explique la haine des riches qu'aurait la France par rapport à d'autres pays, et en gros qui classe la population entre jaloux, non jaloux et indifférent, un truc complètement délirant. Bref, donc ce même Le Monde, 4 ans auparavant, Le Monde qui était un vénérable journal indépendant jusqu'en 2010, au moment où Sarkozy n'est plus content que Le Monde lui tape dessus et décide d'assécher Le Monde en demandant à ses amis Arnaud, Lagardère et Bolloré d'arrêter de faire imprimer ses médias sa presse dans l'imprimerie du Monde, ce qui fait que Le Monde se retrouve en cessation de paiement
est obligé de perdre son indépendance et se vend à qui? À Xavier Niel, qui prétend alors être anti-sarkozyste alors qu'il prend les jets de la République avec Sarkozy une fois tous les 6 mois et dans son agenda a des rendez-vous avec Sarkozy ou des conseillers de Sarkozy à peu près une fois tous les 10 jours. Eh bien, il réussit une entourloupe qui permet d'avoir la rédaction, de prendre le contrôle du monde et de mettre en place la mécanique oligarchique qui va amener notamment à l'élection de Macron, qui était son protégé depuis quand? Depuis que Macron avait fait mine de défendre gratuitement les journalistes du monde dans cette opération de rachat, tout en fait en se liant avec Niel, Minc et compagnie. Il faut bien expliquer au peuple que ce type n'est pas là en fait pour servir les intérêts d'une classe. Et donc il y a cet article extraordinaire qui s'appelle Macron, le Mozart de l'Élysée. On est dans la subtilité, hein. Je vous invite vraiment à le lire, dans lequel on liste tous les faits de gloire de Macron. Et alors ça va le grand philosophe au grand pianiste en passant par le danseur de tango. Donc Emmanuel Macron était pour le monde, on parle du monde quand même, hein, un grand danseur de tango, en plus d'être un grand pianiste, un grand philosophe parce qu'il avait lu les notes de bas de page de Paul Ricoeur. Et non, mais arrêtez de rire parce que c'est vraiment ce qu'on nous a dit. Enfin, c'est vraiment ce qui s'est passé. Pardon. On nous a expliqué, c'est un grand philosophe, par contre, on ne vous a pas expliqué pourquoi, mais si, on vous a dit pour les notes de bas de page de Ricoeur, il a fait l'appareil critique de la dernière œuvre de Ricoeur. L'appareil critique, c'est les notes de bas de page. Donc il a relu les notes de bas de page. Et donc voilà, un grand philosophe. Et donc on arrive en fait avec une imposture à des niveaux tellement sidérants qu'à un moment, là on en rit, et le samedi, on gueule, quoi. Enfin, les soirs, on fait tout pour les moins civilisés d'entre nous, on va dire ça comme ça, dont je pense être. Et voilà. Donc, évidemment, par rapport à ça, pour moi, c'est évident qu'il faut tout recommencer à zéro. Il n'y a pas moyen, un système constant de. Voilà, Saint-Ruffin, je veux pas Saint-Ruffin. Enfin, je veux pas que François Ruffin, je vous dis Ruffin, on s'en fiche de Ruffin, mais je veux pas qu'on en arrive à ce que Ruffin ou X ou Y fasse suffisamment confiance à ce système-là, pour que ce système-là accepte de le présenter comme un saint, pour qu'on retrouve la masse sociale suffisante pour voter pour cette personne-là. Vous imaginez bien qu'en fait, il y a que ce soit Ruffin, Mélenchon, Marine Le Pen, qui est exactement dans le même système oligarchique que les autres. Vous savez très bien comment ils ont construit leur carrière politique grâce à Montretout et ce millionnaire qui a fait un nom extraordinaire à Jean-Marie Le Pen. Il faut passer par une rupture qui nous fasse sortir du système représentatif, qui fasse que lorsque l'on souhaite se ressaisir des outils de notre souveraineté, lorsque l'on souhaite s'opposer à la privatisation non seulement d'Aéroports de Paris, parce qu'ils essaient là aussi de nous endormir avec le référendum d'initiative populaire sur Aéroports de Paris, je ne sais même pas s'ils vont y arriver, ce qui serait quand même significatif encore une fois de leur impuissance. Mais derrière, par contre, du coup, ce qu'ils nous demandent, c'est d'oublier la Française de jeu et tout le reste, quoi. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on aura éventuellement le droit de se prononcer sur un des pillages qui sont en train de mettre en place de façon massive, et on est censé se contenter de ça. Alors moi, je vous appelle à ne pas vous contenter de ça, à vous soulever, littéralement, et de toutes les façons possibles, et je ne mets aucune censure sur les façons à mettre en œuvre téléphoniques. Voilà.